avez-vous des questions sur les 3 exposés après la pause? On pourrait revenir encore sur celui, en tout cas, de Christophe Busch qui est là. Oui, Fernand. Une question au niveau de la responsabilité des prestataires de services. Est-ce qu'on peut considérer, ou est-ce qu'il y a des nuances à mettre dans la réponse, que l'utilisation d'algorithmes pour traiter des informations qui sont apportées par un donneur d'avis, est-ce que l'utilisation la conception et l'utilisation d'un algorithme donnerait à l'intervention du prestataire un rôle actif plutôt que passif? Mais l'utilisation de l'algorithme, à quel niveau exactement? Pardon. Par exemple, de mettre les avis dans un certain... Le classement, par exemple, d'accord, ok. Le classement, c'est l'exemple le plus simple. Mais il y a aussi les algorithmes qui peuvent filtrer. Enfin, il y a toutes sortes de manipulations qu'un algorithme permettrait de faire. Est-ce qu'on peut considérer, je pose la question, j'ai aucune opinion, hein, mais est-ce que tout algorithme va nécessairement entraîner un caractère actif à l'intervention, ou est-ce qu'il y a des nuances à faire selon le type d'algorithme? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des décisions là-dessus? Est-ce qu'il y a des nuances qui ont déjà été faites? Pas à ma connaissance, je m'adresse parce que c'est it's maybe more for you, Bram. If I may answer in English. Yes, of course. The decision that I presented, the Bundesgerichtshof in Germany, it dealt with this issue. With this issue specifically, the question was whether a word processor, which is also, well, a technical way to check whether the reviews comply with the terms of use, whether the filter that you apply, that makes you an active provider. And the decision of the Bundesgerichtshof was that this doesn't make you it doesn't give you an active role. And I think the question is, how far can we stretch this idea? And indeed, I think there are limits to that. And with regard to Article 14, I think the moment where we say that indeed applying an algorithm means that you have an active role, then we have a problem, because then you can be liable, whereas in fact you're doing a good thing for society. So I agree that this is a difficult question, and I think that we may have to change the law to that extent, because I don't think it's the right criterion anymore. Oui, c'est une question intéressante, si je me permets d'intervenir là, sauf s'il y en a d'autres qui le souhaitent. Donc, c'est revenir en fait sur le cadre qui a été défini en 2000 dans la directive sur le commerce électronique, qui est une directive qui a bien entendu été négociée dans les années 1990. À ce moment-là, les intermédiaires, c'était des fournisseurs de services techniques, et essentiellement de services techniques, et donc on a une exonération pour les hébergeurs. Aujourd'hui, on parle d'intermédiaires, mais ces intermédiaires ne sont pas purement des fournisseurs de prestations techniques, parce que toutes ces plateformes font beaucoup plus que simplement stocker sur des serveurs de l'information. Mais on a encore un cadre qui a été déterminé par rapport à ces intermédiaires-là. En fait, il est quasiment impossible de modifier, je pense pour simplement des raisons de rapport de force, de modifier ce cadre qui a été défini en 2000. Je pense qu'en tout cas par la Commission, et il y a déjà eu pas mal de tentatives de faire bouger les choses, mais il y a d'énormes intérêts qui bloquent cette refonte. Alors on est un peu tenu avec cette obligation actif-passif. Il y a de la jurisprudence de la Cour de justice sur la question. Tu connais l'affaire L'Oréal-Libé en matière de propriété intellectuelle. La Cour a déjà été amenée à se prononcer, parce que s'il y a un rôle actif, alors on ne bénéficie plus de l'exonération de responsabilité en tant qu'hébergeur. Mais c'est quoi actif-passif? Et ce qui est intéressant, parce qu'en propriété intellectuelle, on a déjà eu quelques décisions, c'est le déplacement maintenant de cette question actif-passif par rapport à l'économie collaborative. Alors moi je pense qu'on ne pourra pas modifier le cadre pour les rapports de force qui sont, mais par contre la Commission, par la bande, tente de modifier les règles, et on le voit par exemple dans une proposition directive en matière de droit d'auteur, qu'on a discuté récemment lors d'une conférence, celle qui a été déposée le 14 septembre dernier, puisqu'en matière de droit d'auteur aussi, on est confronté à cette exonération de responsabilité s'il y a un rôle simplement passif, par exemple une plateforme comme YouTube.
Et la Commission est en train de dire qu'il y a peut-être quelque chose entre les deux, avec des obligations pour les intermédiaires de mettre en place des mesures techniques et qui pourrait faire éventuellement que l'exonération de responsabilité. Il faudra analyser ça aussi par rapport à la proposition directive sur la télévision sans frontières, où là aussi on multiplie par rapport aux plateformes de contenu les obligations. Il y a d'autres tentatives aussi qui on pourrait faire, je pense, de pousser vers une nouvelle responsabilité pour le contenu. Donc on a une exemption de liability. Celle-là, elle restera, je pense, dans la directive sur le commerce électronique, mais on a d'autres textes qui poussent vers content responsibility à différents égards, droits d'auteur, en matière de médias, en matière aussi évidemment de lutte contre le terrorisme en ligne, etc. Et donc là, c'est possible qu'il y ait, mais par la bande, on va essayer peut-être de faire dépasser la frontière. Mais sinon, pour le cadre défini par la directive sur le commerce électronique, je suis un peu sceptique. La possibilité de modifier ce cadre aujourd'hui, 16 ans plus tard. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Donc on doit essayer de le faire, mais ça se fait un peu par la bande en créant des nouveaux types d'obligations. Si je me trompe, dans la directive sur le commerce électronique, il y a évidemment l'idée qu'on ne peut pas imposer une obligation générale de surveillance des contenus. Et si mes souvenirs sont bons, la directive dit expressément que la directive n'empêche pas les États de réguler les activités. À d'autres égards, comme tu dis, sans toucher au contenu, mais par la bande. Et je crois me rappeler que dans la directive elle-même, cette possibilité est prévue. Pourtant, ça ne touche pas une surveillance de contenu direct. D'accord. Enfin, on va pas. C'est un sujet un peu pointu qui nous emmènerait trop loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les ratings et le travail, la responsabilité? Oui, j'ai une question au professeur Boileau. Lorsqu'il parle dans son dernier point des contreparties et des pratiques commerciales déloyales, ou lorsque l'entreprise qui est à l'origine de la vie des consommateurs donne une contrepartie en nature ou sous quelque forme que ce soit, il est nécessaire que ce soit affiché dans la vue, que ce soit communiqué. Il y a quand même le comportement où c'est parfois le consommateur qui va venir auprès d'un restaurant et qui va dire si vous ne me donnez pas le dessert, je vous donne un review qui sera d'une seule étoile. C'est vrai. Offrez-moi le pouce café. Et donc dans quelle mesure est-ce que ce type de comportement doit être concilié? Parce que ce n'est pas le consommateur qui va venir afficher dans le review et ce n'est pas la plateforme qui va pouvoir faire au ce type de comportement. À tel point même que les restaurants en Belgique demandent d'être retirés de Yelp ou de TripAdvisor pour éviter qu'on vienne de faire de l'extorsion en réalité. Ils préfèrent le bouche à oreille classique à un bouche à oreille d'extorsion en ligne. C'est pour ça que moi j'ai pas la réponse concrète. Hein. Le problème il est bien posé. Tout le monde a des illustrations autour de soi de gens qui ont fait une sorte de chantage. Hein. C'est de plus en plus fréquent. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que la question de la responsabilité aussi des consommateurs, elle est posée. Par contre, j'ai pas. Oui, à mon avis, la réponse, elle passe par peut-être pour le restaurant, le menu pour obtenir quelque chose en plus et le rapport avec le rating, mais ça devient des méandres. Surtout d'être rappelé aussi aux clients qui doivent encore boire le café ou manger le dessert, c'est quand même risqué d'avoir l'extorsion avant. Moi, je ne risquerais pas. Bien. Alors, en dehors de ces risques culinaires, est-ce qu'il y a encore des questions? L'après-midi a été long, je crois qu'effectivement, il est peut-être temps de conclure. S'il n'y a plus de questions, non? Oui, oui. peut-être une question et un tout petit commentaire. I very much liked your analysis on discrimination and ratings, but I was wondering, what is the consequence of this? Would this mean that the platform operator would be obliged
to include in the calculation of the rating some non-discrimination ingredient, like the one proposed in the article I mentioned. I was very critical about that from a contract law perspective, but what I'm hearing from you is that there might be, from a labor law perspective, even an obligation to adjust the rating in order to avoid the impact of discriminatory ratings. Would that be the consequence? Yeah, well, our answer in terms of as labor lawyer is more or less what we already know to react to discriminatory practices, and in that case would be acting on the decision. So either consider the decision null and void, or sanctioning and providing compensation for the person who has received discrimination. So for our perspective, it's not such a new thing. But supposing that a provider wants to include it beforehand, so how can you do it? That's a much more interesting question, because either you start tampering with the ratings and it's always shady things. So, I don't know if you want that. Or what you should do is do not use the rating of the clients as the basis for your decision. There are platforms, and Amazon is an example, does a product that only has 1 star gets taken off Amazon. No, the client will not find it, and even if it does, he will look at it and say, no, please, stay away. But the actual Uber example is an interesting one, because that would completely change their practices, because they would need to keep drivers with a low scoring in the market, and people would need not just to call, let's just call it Uber, I'm here, it's practical, but starting to look into the drivers in the area and say, I know there's only 3 stars, I know I want someone with 5, but then I have to wait 20 minutes, and it would change completely their practices. That is why it's very interesting, not because Uber would not be able to comply, but it would completely change their practices, because other platforms do that. I mean, they do not take off something because it has a lower rating. So that would be my solution. And the very short comment is on the Vatelet decision and Bram Devolder's analysis. When I read the Vatelet decision, I had the impression that the court very much wants to make clear that it is not tampering with the contract parties. In one paragraph, it very clearly says, from all that we read from the dossier, it is a contract between 2 consumers, and we don't change this. The only question is, can there be a liability under the Consumer Sales Directive of a third party, which is not a party to the contract, but which doesn't say so very clearly, which basically breaches an information duty. So that was my reading. So the notion seller, interpretation of the notion seller in the directive seems to be totally detached from the question of who is the contract party, which is a bit difficult to... It's very difficult because of the content of the directive, which basically is about the contract itself. So you're applying certain obligations that are contractual obligations to a third party, which may or may not be a contracting party, but the result is to the extent of the content of the Consumer Sales Directive, it's the same. But the only question is what happens with the other contracting party in that scenario. But the Consumer Sales Directive wants to stay away from general contract law of the member states, just want to grant some rights to the consumer, which normally go along the lines of the contractual relationship in 95% of the cases. But here we have a case where let's say the duties under the directive and the contractual relationship seem to be 2 things. This is how I read this, but it's not entirely clear in the judgment, maybe. Sorry. Okay, thank you very much.
Other comments? Bien, alors je vais peut-être quelques points, c'est pas une conclusion bien entendu, ce sont plutôt des axes de discussion, j'en ai retenu 5 de nos débats cet après-midi. Premier axe, la question du rapport entre gouvernement par le droit et gouvernement par les normes techniques. C'est une question qu'on rencontre, je pense, de plus en plus souvent dans beaucoup de branches, avec la complexification des questions qui nécessitent évidemment des normes complémentaires. Mais la bonne articulation entre le droit et les normes techniques reste une question ouverte, et c'est vrai que la proposition d'Elie là est intéressante avec la présomption de conformité si on respecte la norme technique, la présomption de conformité aux obligations juridiques en cas de respect de la norme technique. Mais il y a beaucoup de choses encore à creuser, je pense, sur cette question. Un deuxième point, ça c'est plutôt, je parle plutôt pour ma fabrique, c'est-à-dire la question des droits intellectuels et ce paradoxe sur les actifs, les nouveaux actifs intangibles. Je pense qu'effectivement, le capital de réputation, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, est un nouvel actif intangible qui devient assez central quand même. On le voit plus clairement avec les plateformes. Peut-être que c'était moins clair auparavant, mais on voit que pour que le marché fonctionne, on a besoin de ce capital. Alors, le paradoxe, c'est toujours, évidemment, c'est que pour le protéger, on en fait un bien, puisque on parle de la portabilité. La portabilité, par exemple, du système de ratings, on peut changer de plateforme et on pourrait transporter son capital qui est configuré dans le système d'évaluation d'une plateforme à l'autre. C'est assez intéressant, mais c'est la réponse classique du droit. Pour protéger, on crée une nouvelle propriété. On a parlé déjà de la patrimonialisation par le passé. C'est peut-être encore une forme nouvelle ici. Troisième point, je trouve assez intéressant, les rapports entre les deux faces des plateformes et aussi les deux domaines du droit, le droit de la consommation et droit du travail. J'ai l'impression qu'il y a plus de choses intéressantes là à creuser, et notamment, je pense, sur le plan des sanctions et des modes de mise en œuvre, avec l'expérience du droit du travail pour tout ce qui est action collective. Enfin, pas un spécialiste, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de ce côté-là. Du côté de la consommation, ça existe aussi, hein, mais il y aurait peut-être des choses à faire, et on a vu que les deux pouvaient se croiser autour de la question des plateformes. Quatrième point, c'est la question de la transparence. On en a parlé déjà. Alors je crois que la transparence, il y a d'abord deux aspects par rapport au monde du numérique. Il y a la transparence des algorithmes et la transparence par rapport aux données. C'est deux choses différentes. D'ailleurs, ceux qui font du droit de la concurrence et qui s'intéressent aux abus de position dominante se posent la question de savoir qu'est-ce qui fait la position dominante. Est-ce que ce sont les algorithmes, auquel cas il faudrait forcer l'accès aux algorithmes, ou est-ce que ce sont les données? Qu'est-ce qui fait la position dominante de Google? Est-ce que c'est son algorithme, ou bien c'est toutes les données que Google a collectées? Et il y a encore une hésitation du côté du droit de la concurrence, c'est assez clair. Mais je pense qu'en termes de transparence maintenant, on a donc deux boîtes noires. Il y a celle des algorithmes ou des logiciels, et qui sont, on l'a vu, protégés par la propriété intellectuelle avec les limites de la protection du secret d'affaires. Aussi le fait que exiger une transparence totale serait un non-sens, puisque ça va renforcer les comportements alors qui consistent à tromper le client en jouant sur la connaissance de l'algorithme. Et par ailleurs, il y a toute la problématique de l'accès aux données qui est aussi un problème massif par rapport aux plateformes. On a parlé d'Uber. C'est vrai qu'avoir accès aux données d'Uber
ce serait utile pour beaucoup de choses, et notamment pour des politiques publiques de mobilité. Pour définir une politique de mobilité, c'est un des éléments. Et donc, il y a des exigences d'accès à l'information qui ne sont pas encore insérées dans les normes juridiques et qui seraient utiles de développer, je pense. Le dernier point, c'est la question du contrôle par les pairs, qui nous emmène peut-être vers la société de surveillance de Foucault. On a parlé de Foucault. La nouvelle discipline, celle qui s'impose lorsque on sera tous des travailleurs indépendants, mais aussi sous le contrôle, bien entendu, des plateformes. Alors ça, c'était le mirage que, et on revient au début de l'après-midi, le mirage que vantait un peu peut-être Rachel Bosman, sans voir, je pense, les côtés plus négatifs du trust leap, ce qu'elle appelait le trust leap. Mais il y a en même temps des effets qui sont des effets aussi positifs, donc des effets de confiance dans les nouvelles relations que ces plateformes permettent. Mais il y a des grands risques, effectivement, de surveillance et les nouvelles formes de discipline qu'imposent ces plateformes. Voilà, c'était les 5 réflexions que cet après-midi me suggérait. Mais je remercie tout le monde d'avoir participé très activement. Thank you very much for all of you.